C'est une maison à laquelle je tiens particulièrement et le mérite en revient, comme on le dit souvent, à Annie Rose. Pour le coup, ce soir, on a l'immense chance de recevoir Muriel Zac et Nathalie Novy dans le rôle de l'autrice et de l'illustratrice pour Immenses sont leurs ailes, et d'Hélène Dorion en direct du Québec. Il est 14 heures chez vous, Hélène, pour l'ouvrage Mes forêts, dont on voit évidemment au fond d'écran qu'il n'est pas fictif et qu'il est bien intégré tout simplement à l'ouvrage. Absolument, merci. Avec plaisir. Alors, on va peut-être commencer par des questions qui vous concernent toutes les trois. Il y a également, évidemment, Bruno Doucet et Ariane Le Fauconnier qui sont là et qui représentent la maison d'édition. Et on en est bien ravis. Et on va d'ailleurs peut-être commencer par Bruno. Je ne savais pas si tu allais être là, mais c'est peut-être toi qui représente le mieux cette maison et qui en parle le mieux. Pour le coup, comment tu pourrais présenter ces trois autrices et comment sont-elles arrivées à toi? Pour Muriel, évidemment, on le sait, mais tu vas quand même devoir la présenter. Comment tu pourrais présenter ces trois autrices? D'abord, vous dire que je suis un homme heureux ce soir, hein, parce que vraiment, c'est formidable d'être relié à des artistes qui ont un tel talent. Alors, toutes les trois, d'abord, on voyage avec elles, hein, parce que d'abord, avec Nathalie Novy, on est entraîné, qui est une peintre littéraire absolument extraordinaire, on est entraîné dans de multiples territoires. Et moi, elle m'a offert un voyage dans mon imaginaire d'enfant. C'est quand même assez extraordinaire, puisqu'il y a quelques années, nous avons fait ensemble un livre intitulé La vie est belle. Et simplement, pour la présenter, voici ce que je peux vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. L'original. L'original d'une des œuvres réalisées par Nathalie Novy pour la vie est belle. Voilà. Muriel Zac, Muriel Zac, effectivement, je la connais tout particulièrement, mais elle n'a bénéficié d'aucun privilège pour ce livre, Immenses sont leurs ailes. Pendant pas mal de temps, depuis pas mal de temps, nous réfléchissions à la façon dont, au destin que l'on pouvait donner aux merveilleux portraits d'enfants kurdes et syriens réalisés par Nathalie. On avait émis plusieurs hypothèses. Et puis, d'un seul coup, l'évidence vraiment nous est arrivée dessus comme une bonne pluie d'été. C'est Muriel qui devait écrire une poésie-histoire, mettre des mots sur les portraits d'enfants réalisés par Nathalie. Et ben, je dois dire que voilà, ce qu'a écrit Muriel est au-delà de nos espérances, parce que c'est un texte vraiment magnifique, tout à fait bouleversant, qui donne vie à ces images. Et voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Et puis le troisième livre alors, nous entraîne au Québec avec Hélène Dorion, qui est là, avec la belle lumière des 14 heures qu'il est en ce moment même, je pense, du côté de Montréal. Voilà, alors avec Hélène, c'est aussi une histoire ancienne et merveilleuse, une histoire d'amitié, de rencontre. Nous nous connaissons, Hélène, depuis longtemps, hein, je dirais une bonne quinzaine d'années. Nous avons plusieurs fois travaillé ensemble. Nous avons publié un premier recueil d'Hélène il y a 3 ans intitulé Comme résonne la vie. C'est au cours du lancement de ce recueil, je me souviens très exactement le moment et le lieu, c'était à l'Université populaire de Nantes que j'ai entendu Hélène parler d'une manière tout à fait singulière de ses forêts ou de la forêt qui est en elle. J'ai trouvé sa façon d'exprimer ce rapport au végétal complètement extraordinaire. J'ai vu passer une émotion dans le public, un peu comme le vent qui fait frissonner les feuilles qui sont derrière elle. Voilà, j'ai vu l'émotion se propager de visage en visage. Et en sortant de cette conférence, je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression là qu'il y a un livre qui est en train de naître. Voilà. Et nous en avons la confirmation en main aujourd'hui même. Hein. Mes forêts, un recueil absolument formidable. Voilà. Alors, toutes les trois, merci Bruno, toutes les trois, vous avez écrit dans différents genres, que ce soit la jeunesse, et principalement pour la jeunesse. Pour le coup, comment la poésie s'est-elle, je pourrais dire, insinuée en vous? Comment est né ce processus si particulier, qui est loin d'être une majorité dans l'édition française ou québécoise, mais comment la poésie est-elle entrée en vous? On va peut-être commencer par Hélène. Allez. Oui, alors, j'allais dire mon désir de poésie.
est né à la suite durant mes études de philosophie, en fait, où j'ai sans doute eu l'occasion à ce moment-là d'entrer dans un émerveillement du monde par un questionnement plus intellectuel que sensitif. Et comme Bruno l'a très bien souligné tout à l'heure, cet élément d'un rapport à la matière, d'un rapport à la vie à travers la matière organique très concrète est pour moi extrêmement importante. Et je pense que mon passage de la philosophie à la littérature et plus particulièrement à la poésie est venu de ce désir d'entrer avec la chair, avec le corps, le cœur, toutes les sensations et les émotions dans ce questionnement du monde et à la fois qui est une manière aussi d'en habiter la beauté, d'en explorer la complexité et en découvrant des philosophes qui étaient plus proches de la littérature et des philosophes qui étaient aussi poètes. Moi, j'ai eu envie de prendre cette matière qu'on appelle les mots entre mes mains comme de l'argile et de voir quel monde je pouvais créer avec ces mots-là. Justement, dans toute votre bibliographie, il n'y a quasiment que des éléments naturels, que ce soit le vent, le temps, le fleuve, le sable, la mer. À chaque fois, vous prenez ce prisme-là. Est-ce que c'est un moteur, c'est une essence même, vous ne pouvez pas aller ailleurs? C'est viscéral. Je pense que pour moi, oui, je pense que pour moi, c'est un lien. Je pense qu'on est des êtres de lien et le premier lien, c'est la matière, le lieu, là où on s'incarne et on s'incarne dans les éléments terrestres et donc ce rapport très charnel, très sensuel aussi au monde est sans doute fondamental. En même temps, c'est une métaphore. Les éléments naturels sont pour moi une métaphore du lien à la vie, d'une démarche intérieure, d'une manière d'apprendre à vivre, d'apprendre à grandir comme être humain, d'apprendre à mieux aimer. Et je les utilise de cette manière-là, si on veut, comme la forêt, par exemple. Alors, chaque élément de la forêt, un arbre, dans sa solitude, dans sa manière d'être ensemble avec les autres arbres, la mer dans la continuité du temps. Chaque élément est une inspiration pour moi pour questionner la vie et mon rapport à la vie, mon rapport à l'autre, entrer dans cette rencontre avec moi-même à travers ce monde d'éléments qui est là, qui constitue aussi une sorte de défi puisque ça repose sur nous, la qualité de ce lien au vivant qu'on établit pour conserver une qualité terrestre et assurer la continuité, bien sûr, de cette espèce humaine. On le voit dans des questions d'ordre plus écologique, par exemple. Muriel et Nathalie, justement, sur la même question, sur cette poésie-là, Muriel, tu écris également beaucoup pour la jeunesse. Nathalie est illustratrice et également écrit pour la jeunesse. Justement, pourquoi avoir décidé de créer et de donner des émotions à un jeune public? Les enfants... Tu veux y aller, Nathalie? Non, vas-y. Je crois qu'on a peut-être le même regard sur l'enfance. On prend les enfants au sérieux, je crois, Nathalie et moi. Tu m'arrêtes, Nathalie, si je te prête des pensées qui ne sont pas les tiennes. Et en ce sens-là, prendre les enfants au sérieux, ça veut dire qu'eux aussi, évidemment, ils ont le droit à... Eh bien, en fait, tout ce que Hélène vient de décrire si magnifiquement, c'est la poésie, ce qu'elle apporte et ce qu'elle apporte au lecteur adulte, elle doit l'apporter aussi au lecteur enfant, tout simplement. Voilà, donc écrire pour la jeunesse et publier de la poésie ou illustrer pour la jeunesse, c'est simplement faire de la poésie et faire des images pour tout le monde. Oui. Moi, comme je suis peintre, je ne fais pas de poésie avec les mots, mais les mots invitent vraiment mes pinceaux, mes crayons à dépeindre le monde à travers ce prisme de la poésie. Et c'est ce qui m'intéresse le plus depuis toujours. Même quand j'étais petite, que ce soit Tardieu ou Prévert, à l'école, c'était ce qui me portait. C'était là que je sentais que j'étais à ma place. Et pourtant, déjà petite, je savais que j'étais peintre. Mais je pense que quand on est peintre, on peut être poète également. Et tout est ouvert, en fait.
que l'écriture, la poésie, il y a des tas d'auteurs qui sont des écrivains qui sont peintres. Donc, et je crois que tout s'entremêle. Et effectivement, quand on parle des forêts, quand on parle du ciel, quand on parle des oiseaux, quand on parle de l'être humain, d'un sourire, d'une larme, d'un éclat de rire, de couleurs, voilà, tout ça, ça fait partie de la peinture et de la poésie. Et puis la poésie, c'est très vaste, la peinture également. Donc, on a un monde très vaste à explorer. Et c'est formidable, quoi, en fait. Et à chaque fois, c'est une surprise. Ça, c'est aussi ce qui nous habite, je crois. Cette surprise, moi, elle m'est essentielle dans mon travail. Alors justement, est-ce que à travers ce public-là, est-ce que vous fixez des limites, des barrières par rapport aux enfants? Vous disiez à l'instant que toutes les deux, vous les preniez au sérieux. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que sur un sujet aussi grave que la guerre de Syrie, comment vous avez fixé le curseur en réalité pour éviter de les faire basculer dans un monde trop obscur? Mais en fait, Anthony, les enfants ne vivent pas dans une bulle, hein, bien au contraire. Ils sont pas du tout à l'abri du journal télévisé, des conversations très graves et désespérées parfois des adultes. Et en fait, ce qui manque aux enfants, quelque chose qui leur permette justement d'appréhender ce monde-là. Si on met les enfants devant un documentaire épouvantable d'enfants devant la guerre en Syrie, peut-être qu'on passe quelque chose qui va les heurter. Et justement, la poésie, elle a cette capacité de pouvoir parler de tout. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin de mettre même un curseur, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que on sait juste que en proposant, là, en l'occurrence, des personnages, hein, parce que c'est une poésie-histoire, donc c'est une poésie narrative, mais aussi des visages avec les portraits de Nathalie et puis et avec les mots que j'ai proposés avec ces poèmes, on va leur donner des éléments pour se projeter, pour travailler l'empathie et en même temps, justement, pour peut-être avoir plus de prise sur le monde. C'est pas parce qu'on est tout petit qu'on ne sait pas qu'il y a la guerre autour, mais en fait, l'angoisse, c'est plus quand les adultes font silence ou bien vous exposent à des choses sans vous les expliquer. Et en fait, un enfant, moi, je crois profondément qu'il n'a pas besoin qu'on lui explique la géostratégie mondiale de ce qui se passe dans la guerre en Syrie. Il a juste besoin de savoir qu'il y a des enfants comme lui, qui avaient une vie comme lui. Et puis un jour, le ciel leur tombe sur la tête. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour les accueillir à l'arrivée? C'est aussi simple et basique que ça, enfin, à mon avis. Et en ce sens-là, quand on s'adresse aux enfants, rien n'est impossible du moment que à la fois tu sais plier les genoux et en même temps tu les prends au sérieux. Voilà, les deux. Il faut leur faire confiance. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aborde ce qu'on appelle la littérature de jeunesse. Oui, mais moi je pense jamais, je pense au public, que ce soit enfant ou adulte, qui pourra regarder plus tard mes dessins. Quand je fais un dessin, d'abord il y a une urgence pour ces portraits. C'est vraiment partie d'une urgence parce que je me sentais démunie, inutile dans mon atelier, perdue dans le Jura et cette guerre qui n'en finissait pas. Et Raphaël Pitti qui nous racontait toute cette guerre. Moi, je me sentais inutile et j'ai eu besoin de regarder un enfant droit dans les yeux, un enfant de nos guerres, un enfant de Syrie, droit dans nos yeux, droit dans mes yeux, et de converser avec lui en le dessinant. Et c'était très important pour moi de le faire comme ça, et je n'ai pas pensé j'ai même pas pensé qu'il y avait une dichotomie entre moi et lui, quoi. Je voulais être en symbiose avec l'enfant que je dessinais. Et c'est un hommage, en fait. C'est ça, rendre hommage. Et après, que ça devienne un livre pour la jeunesse, pour moi, ça me paraissait assez évident, en fait, que ces portraits puissent être portés par un texte. Il fallait le texte, c'était obligatoire. Et que ce texte soit aussi émouvant et aussi... dans la vie, comme ça, dans la vie du quotidien, et en même temps un quotidien extrêmement poétique alors qu'il est dramatique. Enfin, c'était presque un pari impossible. Et voilà. Alors, j'ai pas forcément pris le texte comme un texte de littérature jeunesse pour ma part. J'ai trouvé que c'était une très bonne entrée pour, en effet, un enfant qui pourrait s'initier à la poésie. Mais je l'ai pris comme un texte adulte et à mon sens, il faut le prendre comme tel parce que la poésie de Muriel est universelle et elle le fait extrêmement bien. Mais est-ce que véritablement vous l'avez créé uniquement pour les enfants ou au contraire vous visez une portée beaucoup plus large?
Ah non, on ne crée pas pour les enfants. Simplement, on ne les exclut pas de nos créations. C'est-à-dire que c'est un public. Enfin, moi, j'ai l'habitude, et je sais que Nathalie aussi, on a quand même publié beaucoup de livres pour la jeunesse, hein, dans cette catégorie-là, dont les adultes se régalent, hein. Donc, c'est important, y compris parce que ce qui compte aussi, c'est le partage en littérature de jeunesse, donc adulte-enfant. Moi, j'ai reçu déjà des témoignages de familles qui ont partagé, ils m'en sont leurs ailes ensemble. Et ça, c'est le cadeau le plus magnifique qu'on puisse faire. Je crois qu'en fait, il y a pas de destinataire comme ça précis, mais c'est tout le monde. Oui, puis il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que on a tous été, nous adultes, on a tous été enfants. Donc, enfin moi, l'enfant est toujours en moi. Je suis toujours une enfant. Je grandis juste simplement. Et en fait, il n'y a, y a vraiment pas de séparation. On n'est pas un enfant puis après un adulte avec rien entre les deux. Enfin, l'enfant, c'est nous quoi aussi. Et on n'écrit pas pour les enfants, on ne dessine pas pour les enfants. Il se trouve simplement que parfois, il y a des ouvrages qui sont tout à fait adaptés aussi à l'enfance. Mais heureusement, c'est pour tout le monde après. L'inverse, c'est plus compliqué, mais voilà. Enfin, c'est comme ça que je conçois la littérature jeunesse. Moi, sinon, je ne pourrais pas travailler pour. Hélène et toutes les trois, hein, on va parler de votre processus d'écriture. La poésie, c'est quelque chose de très particulier. L'illustration, évidemment aussi, la peinture aussi, mais la poésie, parfois jaillit d'elle-même ou pas du tout. Parfois, elle est morcelée, fragmentée. Comment vous travaillez toutes les trois sur un texte? Pour le coup, là, c'est une poésie-histoire, donc il y a une trame narrative. Pour Hélène, c'est plus parcellaire, c'est un recueil. Mais comment vous travaillez? Est-ce que les choses se passent très facilement pour vous ou au contraire, vous retravaillez, vous essayez à la voix, de le lire à haute voix, d'essayer de travailler sur la langue le plus possible pour que cela sonne évidemment comme ça sonne de manière finale? Vas-y, Hélène. Oui. Oui, pour moi, alors, le processus d'écriture d'un livre de poèmes est effectivement tout à fait différent d'un roman. Un roman, ça va être plus longtemps dans les notes, dans la recherche, dans l'histoire qui se fait, se défait pour en arriver à un noyau à peu près prêt au moment où j'écris. Et là, l'écriture d'un roman me prend moins de temps que l'écriture d'un recueil de poèmes qui, lui, s'écrit pour moi à la fois à l'intérieur, donc dans des moments de réflexion, de contemplation, de sensation. J'ai l'impression de me laisser imprégner justement du monde dans lequel je vis, de sentiments, d'émotions, de la matière dont on parlait tout à l'heure, des éléments avec lesquels je dialogue, des paysages, de la nature, ce qui est effectivement très, très fort et très marqué ici au Québec en tout cas. Et par la suite, le processus d'écriture, pour moi, je ne le sépare jamais entre facile ou difficile. C'est toujours un processus à la fois exigeant, vertigineux, fascinant aussi, que chaque livre renouvelle et chaque livre me donne à la fois des écueils différents qui m'apprennent à écrire et qui m'apprennent aussi des choses, bien sûr, de la vie. Il y a toujours un travail. Certains moments surgissent, donc il y a des choses de l'ordre du surgissement dans l'écriture du poème. Ça peut être un premier vers, ça peut être une image, le noyau autour duquel le poème va se construire, ça peut être la chute, et là on remonte vers une source du poème. Mais une fois que j'arrive à saisir la structure qui est en train de se construire, là, je peux, disons, davantage choisir un peu où je vais dans cette structure. Parfois, la structure se fait tout à la fin d'un livre. Dans le cas de Mes forêts, il y a des parties qui se sont définies assez rapidement et par la suite, les poèmes plus récurrents avec Mes forêts sont venus s'installer entre les différentes parties pour les ponctuer de manière un peu percussive en fait. Il construit un peu en 4 mouvements. Qui a un élément donc très musical, comme vous le mentionniez. Cette partie, en tout cas pour moi, de l'écriture poétique qui tient au rythme, aux assonances, à la musicalité, c'est extrêmement important. Pas seulement dans le fait de le lire à voix haute, mais c'est vraiment quand j'entends la musique, je dirais juste
d'un texte, d'un vers, d'un poème, où là, je me dis, ça y est, il y a quelque chose qui est fixé tout en gardant le mouvement du texte. Et pour moi, le texte est terminé à ce moment-là, quand je peux arrêter quelque chose qui continue à vibrer et à bouger à l'intérieur. Donc, le travail sur le texte est quand même assez long, mais pour moi, ça fait partie de la création. C'est encore de l'ordre du processus d'écriture que je ne considère pas comme la partie difficile, mais la partie nécessaire aussi, puisque là, on commence à voir véritablement ce qu'on a écrit, à s'éloigner un peu du texte, à voir tout ce qui peut être en périphérie de ce dont le texte lui-même a besoin, jusqu'à questionner la ponctuation, jusqu'à aller dans le plus petit du poème. Muriel? Alors, moi, je crois que le processus que je peux vous raconter, c'est peut-être plus que le processus de l'écriture poétique pour moi, que le processus de naissance de cet ouvrage, parce qu'en fait, il a quand même toute une histoire et tout ça est mêlé, en tout cas, dans ma tête. Bon, d'abord, ça fait plus de 20 ans qu'on est complices avec Nathalie, mais c'est la première fois qu'on conçoit un livre ensemble. J'ai publié plusieurs fois Nathalie en tant qu'éditrice, mais bon. Et ça fait des années, donc finalement, tu as commencé quand, Nathalie, allait mettre sur les réseaux tes portraits? En quelle année? Je crois que ça fait à peu près, pour le premier portrait, ça devait être en 2018, je crois. Voilà, donc, 2018, quelque chose comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir habité et vécu avec les portraits que Nathalie mettait sur les réseaux sociaux, accompagnés de ce petit mot, enfant de Syrie, enfant de nos guerres, je ne t'oublie pas. Donc, je crois que la première chose importante à savoir, c'est qu'ils sont rentrés dans mon propre imaginaire presque malgré moi. Je ne veux pas dire par effraction, mais je pense qu'ils étaient profondément là. Quand avec Bruno, on lui a dit on voudrait faire un livre de ces visages, ils étaient déjà vraiment très présents. Quand ensuite l'idée vraiment s'est imposée que j'avais vraiment envie de raconter quelque chose autour, il y avait une question presque de légitimité pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit qui je suis pour parler de la vie des enfants de Syrie. Et à ce moment-là, j'ai appelé une poétesse réfugiée exilée syrienne, Hala Mohamed, que nous publions aux éditions Bruno Doucet, qui est une amie évidemment, et je lui ai dit Hala, est-ce que tu peux me raconter comment c'était la vie des enfants avant la guerre? Parce que j'avais cette obsession que ces enfants, finalement, on ne savait rien d'autre que c'était, voilà, ce sont des enfants de la guerre, mais qu'est-ce que c'était avant? Et j'ai pensé vraiment que les enfants d'aujourd'hui, on avait besoin de leur dire ça, de leur raconter ça. Et Hala, elle a appelé ses copines. Elles se sont parlé de leur enfance, de l'enfance de leurs enfants. Et on a eu des échanges où elle a cherché à me dire vraiment au plus juste qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'est la vie? L'odeur du pain chaud, les odeurs dans la cuisine, la porte toujours ouverte pour l'étranger qui passe, les vendredis où on va faire des pique-niques. Tout ça, elle me l'a raconté. Et alors après, j'aurais pu très bien prendre une forme narrative. Moi, je suis plutôt habituée à écrire de la fiction et pas du tout. C'est-à-dire que ce sont les images de Nathalie qui imposaient cette forme. Pas seulement parce que ça devait être dans la collection Poésie-Histoire. Au fond, j'aurais pu écrire un texte, j'allais dire poétique, mais quand même narratif. C'est pas comme ça que ça se passait. Alors, Hala et Aïssam, mes deux personnages, à qui j'ai donné le nom de la vraie Hala Mohamed et de son époux, en hommage aussi, voilà, eh bien, ils sont nés comme ça. Et alors, paradoxalement, c'est beaucoup, ça a été assez long dans la tête, mais alors, par contre, pour l'écriture, c'est venu extrêmement rapidement, très rapidement. Et il y a peut-être une petite anecdote qui est jolie, mais peut-être que Bruno la raconterait mieux que moi, c'est que quand j'ai fini, j'ai proposé à Bruno et Ariane le titre Immenses sont leurs ailes, mais j'ignorais le titre du recueil que Hala Mohamed venait de terminer pour nous. Et c'est Bruno qui m'a dit mais regarde, ça fait une seule phrase, puisque le recueil de Hala, c'est Les hirondelles se sont envolées avant nous. Donc les hirondelles se sont envolées avant nous, immenses sont leurs ailes. Et en effet, les deux ouvrages sont indissociables, puisqu'il me semble que Hala Mohamed disait que Immenses sont leurs ailes est un prémisse, ou quasiment en tout cas, est quelque chose qui vient ancrer son roman, son recueil également dans son histoire. Donc,
difficile de séparer les deux, à mon sens. J'ai du mal, moi, à parler de notre livre, à Nathalie et moi, sans parler de celui-ci, parce que Hala, elle dit que notre livre, c'est l'enfance du sien. Et c'est vrai que, enfin, voilà, c'est tout un ensemble qui se tricote. Et quand la poésie surgit, alors là, pour le coup, elle est venue de cette manière-là, dans ce contexte à la fois émotionnel, puissant, et avec l'expression, je crois que tu as souligné, d'ailleurs, Anthony, qui est maintenant, il faut vivre sur la pointe des pieds. C'est Hala qui me l'a dit la première fois. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment trouvé le fil, on va peut-être parler de fil, mais trouvé le fil de ce récit. Quand elle m'a dit cette phrase, maintenant, il faut vivre sur la pointe des pieds. En effet. Et est-ce que le fait d'avoir eu ces peintures de Nathalie, est-ce que ça t'a donné cet élan poétique extrêmement fluide, extrêmement rapide? J'imagine que, en tout cas, quand j'ai vu ces gravures, ces photographies, il m'est venu rapidement des mots. On a l'impression que Nathalie arrive à déclencher quelque chose uniquement avec ce qu'elle peint. Ça, c'est extrêmement puissant. On a tout de suite des idées, des mots qui viennent, des images. Je trouve que c'est admirable ce qu'elle fait. Donc, bravo, Nathalie. Donc, il fait sombre chez moi. Et sur le processus d'écriture, alors pas d'écriture en lui-même, Nathalie, mais comment vous travaillez, comment vous avez travaillé, avec quels matériaux vous avez travaillé ces peintures? Alors, au départ, j'ai vraiment fait, effectivement, j'ai pris des acryliques qui me restaient sur ma palette, puis j'ai fait des portraits assez sobres, voilà, il fallait que ce soit le plus simple possible, mais que ce soit le portrait comme une conversation muette entre cet enfant que je ne connaissais pas, mais que j'avais choisi dans les photos des reporters de guerre, parce que je voulais vraiment que ce soit des vrais enfants de Syrie. Pour moi, c'était plus qu'important. Voilà, je suis partie sur quelque chose de très simple comme ça. Puis au fur et à mesure, dans mes portraits, je me suis permis, parce que moi, je me suis posé la question aussi, et en même temps, je ne me la suis pas posée non plus, parce que c'était tellement une évidence qu'il fallait que je dessine. C'était pour moi, hein. Il y avait pas du tout, je ne m'étais pas dit, tiens, ces dessins, un jour, ça fera un livre. Jamais de la vie, ce sont des portraits que j'ai faits, simplement, voilà, parce que j'étais démunie, donc c'était une urgence un peu. Et après, je me suis quand même dit que je pouvais commencer à faire pousser des arbres ou des fleurs ou des choses comme ça. Là, je montre un qui n'est pas dans le livre parce que je l'ai fait après, parce que je continue à faire des portraits d'enfants de Syrie. Donc, parce que la guerre n'est pas finie, tout simplement. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette conversation muette. Et puis, mettre ce fil rouge aussi, là, parce que notre président a dit que quand le fil rouge serait dépassé, eh bien, nous agirions, la France interviendrait. Et puis, évidemment, moi, je trouve que le fil rouge est dépassé depuis le départ. Donc, je suis très naïve aussi sur tout ça et je suis restée dans ma démarche assez naïve aussi. Donc, voilà, j'avais juste besoin de faire ces portraits, je les ai faits. Au départ, j'en ai fait un par jour pendant presque 20 jours. Et puis après, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça parce qu'il faut vraiment que je travaille pour mes éditeurs. Donc, j'ai fait des portraits de façon un peu plus espacée, mais j'arrive à une 50aine de portraits aujourd'hui, et malheureusement, quoi. C'est un peu comme les Restos du Cœur. On se dit, ça va commencer, puis un jour, ça s'arrêtera. Puis ça ne s'arrête pas parce que c'est toujours comme ça. Et bien là, les portraits, tant qu'il y a les guerres, je me dois de faire ces portraits d'enfants. C'est pour moi, au départ, vraiment. Et voilà, donc j'utilise des petits crayons, des papiers, tout simplement. Et là, par exemple, je suis en train d'en faire un pendant qu'on parle. Je ne sais pas si on voit grand-chose. On voit parfaitement, c'est magnifique. Voilà, c'est un début de quelque chose et ça part comme ça, en fait. Je regarde, je vais montrer parce que alors, ça doit être très sale mon écran, mais je ne sais pas, on voit quelque chose là ou pas? Alors, sur l'écran, non, sur l'écran, pas forcément. Pardon, c'est la photo en fait du reporter de guerre d'un enfant, comme ça, voilà. Et puis, je ne sais pas, au fur et à mesure de la conversation, je vais peut-être lui faire pousser un oiseau sur l'épaule ou quelque chose comme ça, on va voir. Mais c'est
Voilà, c'est juste ça. Et je trouve que c'est formidable que ces portraits, d'abord, aient touché pas mal de gens sur les réseaux sociaux. Et puis, parce qu'on est tous démunis, en fait. On est tous, enfin pas tous, mais tous ceux qui s'intéressent à ça, ces informations sont démunis. Donc, et que ça devienne les mots de Muriel. Aux éditions Bruno Doucet et qu'aujourd'hui il y a tous ces ponts comme ça entre les forêts canadiennes et ces portraits d'enfants de Syrie. Et puis, enfin, je trouve que tout ça est incroyable en même temps. Enfin, voilà, c'est juste que je ne sais pas si ces enfants connaîtront un jour ce livre. C'est ça qui m'enquiquine le plus, quoi, au fond. Je ne sais pas si un jour ils auront entre les mains, j'aimerais qu'ils aient entre les mains des recueils comme ça qui parlent d'eux et de façon lointaine et en même temps tellement proche du cœur. On l'espère oui, fortement. Oui, ce fil rouge que vous montriez tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ce fil rouge est sur toutes les peintures de Nathalie, de ses enfants, qui parcourent le livre tout au long. Il est quand même extrêmement important et voilà, Muriel le montre, mais ce fil rouge, il traverse le livre aussi et il a une importance capitale. On ne le voit pas toujours de manière évidente, mais il est là toujours en filigrane. Voilà, merci. Parfait. Hélène, pardon, Sandra a une question. Tant pour moi. Merci. Bonsoir tout le monde. J'avais une question pour Nathalie par rapport à ce que vous disiez, et par rapport aussi à ce qu'a dit Anthony tout à l'heure. Anthony disait qu'en voyant vos dessins, des mots lui étaient venus à l'esprit. Je me demandais si vous-même, Nathalie, parfois vous aviez envie de mettre des mots en fait aussi sur ce que vous peignez, sur ce que vous dessinez, ou si voilà, l'art pictural suffit pour vous à exprimer tout ça, mais peut-être qu'il y a des mots aussi que vous notez secrètement, je ne sais pas, à côté. Ou pas, même. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, quand je montrais mes portraits, je mettais une phrase qui était celle du cœur. Hein. Je ne suis pas du tout... moi, je suis peintre, mais la peinture, c'est ce que je disais au départ, la peinture et les mots, ça s'entremêle. La poésie, ça s'entremêle. Après voilà, oui, si, les mots m'intéressent, m'interpellent, mais là, il s'agissait de faire les portraits. Les mots existaient, mais les mots existaient sur le moment vraiment précis de la réalisation de ce portrait, de chaque portrait. Mais il n'avait pas lieu d'être forcément dans un recueil de poésie, en revanche. C'était bien aussi que ce soit comme ça. Mais il m'est arrivé même d'écrire un ou deux livres, un ou deux albums que j'ai pu faire, La petite fille et l'oiseau, entre autres, que j'aime beaucoup, qui n'existent plus. Mais voilà, donc les mots ont beaucoup d'importance pour moi. Et les mots, inversement, évoque très régulièrement des images. J'ai lu les poèmes d'Hélène et je vois des images tout de suite. Moi, j'ai des peintures qui arrivent immédiatement. Et en relisant le texte de Muriel, qu'elle a écrit en étant inspirée par les portraits que j'ai faits, ça m'a donné envie de faire d'autres dessins. C'est toujours comme ça. On est porté par les mots. Moi, je suis portée par les mots. C'est pour ça que je m'intitule peintre littéraire aussi. Hélène, vous vous engagez fortement dans ce recueil. Il y a quand même un engagement extrêmement puissant, notamment pour un temps plus lent, un décroissement de nos activités, pour que le monde s'arrête de temps en temps. Il est quand même extrêmement... enfin, il n'est pas pessimiste, mais presque. On est quand même dans un recueil où il y a peu d'espoir, contrairement à Immenses sont leurs ailes. En tout cas, j'y ai vu peu d'espoir, mais légèrement. Comment vous expliquez ça? Est-ce que pour vous, c'est un petit peu la fin? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit espoir qui réside dans votre paysage, où on voit d'ailleurs les feuilles tomber des arbres derrière, pour ceux qui sont attentifs? Donc, c'est plutôt magnifique. Oui, écoutez, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je ne suis pas quelqu'un sans espoir, bien au contraire. Je crois à la transformation. Je pense en même temps que l'espoir a besoin de conscience, que nous avons besoin d'une sorte de regard sur notre monde qui tienne compte de certains éléments, de certains événements aussi, et que ce constat
est en fait une condition à l'espoir. Le constat fonde l'espoir, parce que si on peut vraiment regarder ce qui est, voir ce qui peut être nécessaire pour réparer le lien au vivant, ce qu'on a vécu, en fait, je le disais tout à l'heure, j'évoquais l'écologie, ce n'est pas un livre écologique parce que ce n'est pas un livre dans le discours écologique, c'est un livre qui demande peut-être à faire de la place pour quelque chose de l'ordre du poétique dans notre monde. Et mon espoir, il est là aussi, c'est-à-dire qu'on sorte des dimensions de production, consommation, etc., et qu'on entre dans cette image du monde qui éveille et fait appel à notre être poétique. Mais pour moi, il n'y a absolument rien disons, de sombre dans le futur, dans la mesure où on est chacun, chacune, individuellement et collectivement, je le pense, capable de transformation. Tous les mouvements que je vois dans notre société sont pour moi porteurs d'espoir, d'un espoir très grand. Nous sommes loin d'être des êtres à la fois impassibles, impuissants, et la forêt, pour moi, écrire sur la forêt, c'est écrire sur un espace de contraire, un espace qui met à la fois en lumière la capacité de la forêt d'être un réconfort, un monde d'émerveillement, mais aussi un monde d'obscurité, un monde où il y a des menaces, un monde peuplé de peur. Et donc, les contraires sont là. Bien sûr, ça dépend un peu sans doute de notre propre vision du monde. Si on voit davantage les ombres ou les lumières, moi, je les fais coexister, je les fais se rencontrer, dialoguer ensemble. Mais je pense qu'un élimine jamais l'autre. En même temps, pour voir la lumière, on a besoin de constater l'ombre qui la définit. Mais je crois profondément qu'on est à un moment où je le dirais un peu banalement, mais tous les espoirs sont là devant nous parce qu'on est conscient et la poésie participe aussi à cette conscientisation. Si on n'était pas conscient de ce qu'on est en train de détruire, de l'agitation personnelle de nos vies très souvent, dans le monde contemporain, de l'emprise aussi parfois de la technologie sur nos vies, qu'elle cesse parfois de nous servir et qu'on en devient les esclaves. Donc, si on n'était pas conscient de tout ça, je pense que là, je manquerais d'espoir. Mais tant qu'on peut être conscient, on peut transformer les choses et faire de notre monde un monde meilleur et qui va être là aussi pour des générations futures. Oui, justement, j'allais y venir. Justement, vous dénoncez le bruit du monde. Ça, c'était extrêmement bien dit. Les écrans qui ne dorment jamais et propagent les mots comme un venin. Vous allez loin, mine de rien, dans le constat que vous faites. Et vous regardez le monde avec lucidité. Ça, c'est une évidence. Le fait qu'on n'arrive plus du tout à écouter la nature, est-ce que pour vous, un retour en arrière, ou en tout cas une évolution, est-ce qu'elle est possible malgré le confinement qu'on a vécu et le fait que les choses n'ont pas forcément beaucoup évolué? Vous savez, l'évolution, c'est quelque chose de très, très lent. Il faut respecter le rythme de l'évolution. Dans nos vies, en tout cas moi, dans ma vie, je suis assez lente à changer les choses. En même temps, quand je suis prête à les changer, je les change. Un regard vers le passé, oui, mais pour moi, ce n'est pas retourner vers le passé. C'est vraiment essayer de réparer le présent. Et pour réparer le présent, parce qu'il a besoin d'être réparé, je pense qu'il n'y a personne qui peut nier cette nécessité, il faut à ce moment-là parfois juste revisiter le passé pour préparer le futur. Donc, cette espèce de réparation du lien au vivant, à la nature, aux autres, parce que quand vous évoquez ce bruit, cette incapacité parfois qu'on a à dialoguer, à écouter la nature, ça se répercute aussi entre les gens, entre les êtres dans une société. On n'est peut-être pas dans la période de l'évolution de l'humanité où on s'écoute le plus les uns les autres, mais en même temps, est-ce qu'on écoute vraiment à l'intérieur de soi tout ce qu'il y a là, tout ce qui murmure, parce que la vie fait beaucoup de bruit. On est dans des tourbillons d'activités, de gestes, de paroles, d'opinions, et tout ça empêche parfois d'entendre ce silence intérieur qui est celui aussi de l'arrêt, de la lenteur, du discernement, de la capacité de recréer aussi des liens de bienveillance, des liens d'attention, d'écoute. J'écoutais Muriel et Nathalie, ce dont elles parlent, c'est de la même chose. C'est un monde de cassures, de déchirures, et on a du mal à apporter des réponses à ça. Mais si on ne prend pas soin de ce qui est de plus immédiat,
oui, de l'arbre qui est tout près de moi, oui, de la personne qui est là, que je vais rencontrer tout à l'heure, de quelqu'un qui m'appelle. Si je n'entends pas toutes ces secousses très intimes, je ne peux pas entendre ce qui se passe au bout du monde. Alors, pour être sensible à ce qui se passe au bout du monde et trouver une réponse adéquate, différente, que moi, je n'exclus pas que cette réponse-là puisse être poétique, puisque la poésie est dans les racines de l'être humain et non dans les flottements abstraits. Alors, je pense que cette force-là du poème, pour dialoguer avec le chaos du monde, ben, elle est présente et c'est effectivement ce que j'ai tenté de faire dialoguer, disons, mes forêts intérieures avec les forêts du monde, avec ce chaos, ces cassures qui demandent mon attention, qui demandent une bienveillance, une compassion. Ce que font les arbres entre eux, on le sait, mais en même temps, le monde des arbres est aussi un monde qui casse, où il y a des grands vents, des tempêtes. Donc, pour moi, le constat, c'est vraiment prendre acte de ce qui est là, regarder la réalité telle qu'elle est et me questionner sur ce que je peux faire dans le plus petit de ma vie, qui sont parfois réparer des liens avec des proches. Ce qu'on a vécu, cette espèce de silence planétaire avec la pandémie, ça a aussi permis d'entendre ce silence-là, d'entendre ce silence qui est très humain. On a questionné nos vies, qu'est-ce qu'il y a de trop dans ma vie, qu'est-ce que je peux éliminer, comment je peux et comment je veux surtout recommencer. Mais je pense qu'il est encore temps peut-être de le faire avant que tout reprenne comme avant. On est dans une période de transition extrêmement importante, à mon sens en tout cas. Avec cette figure de la forêt, on sent qu'il y a une sorte de fuite temporelle, vu que c'est le seul endroit où règne le silence. Est-ce que la forêt vous rassure? Quelles sont les émotions qui vous traversent lorsque vous y êtes? Puisque j'imagine que vous avez écrit votre recueil avec ce cadre-là. Oui. Racontez-nous comment vous parcourez cette forêt et comment vous communiquez avec la nature. Oui, je vous dirais, là, le lieu où je me trouve, c'est un petit atelier, que je dis un atelier de création, qui est vraiment au cœur de la forêt. Ça surplombe une falaise. C'est tout petit comme lieu, mais c'est tout nouveau. Ça fait à peu près 1 an que j'ai ce petit lieu tout à côté de ma maison, qui est en forêt sur une montagne. Et pour moi, d'être rapprochée, donc d'être vraiment avec les arbres, ça m'a permis de voir ce qu'on peut constater dans la première partie de mon livre, le plus petit. Alors, l'écorce, bien sûr, le temps qui s'inscrit dans un arbre, la feuille qui se modifie. Bruno disait tout à l'heure, quand on voit ce mouvement des feuilles avec les vents légers, donc de porter attention au plus petit. Et ce dialogue s'est installé. Je vais aussi, bien sûr, marcher en forêt, mais en même temps, je suis aussi en ville. Je vis à Montréal aussi, donc je partage mon temps entre les deux. Je voyage beaucoup et le plus souvent dans des villes où il y a ce bruissement du monde. Et pour moi, ce n'était pas de m'isoler, mais c'était plutôt de faire entrer en dialogue des forces contraires. Et la forêt est pour moi l'image parfaite des forces contraires. Oui, vous dites qu'il y a un silence dans la forêt, mais quand il y a un craquement dans la forêt, quand il y a un arbre qui tombe dans la forêt, c'est assourdissant, c'est effrayant, c'est aussi le lieu des peurs, c'est aussi un lieu menaçant. Il y a des bêtes qui sont là. Moi, en fin de journée, quand le soleil se couche, s'il y a une chouette qui traverse la forêt, je vous assure que ses ailes sont immenses, pour ne pas faire de jeu de mots. Ou des renards ou un ours même. Donc, il y a quelque chose aussi, oui, qui est réconfortant, mais qui est de l'ordre de la peur. Et l'histoire de l'humanité s'est construite à partir de ces contraires, à partir de la beauté, à partir de la possibilité de détruire cette beauté, avec, bien sûr, la lumière, l'obscurité, le mouvement, l'immobilité. Donc, tout est dans cette forêt. Et c'est comme si je m'étais installée dans ce lieu pour assister au contraire et comment les contraires dialoguent ensemble. Parce qu'on pense souvent qu'il peut y avoir une réconciliation de ça dans une espèce de troisième temps. Pour moi, c'est de le faire coexister et d'entendre ce dialogue de l'ombre et de la lumière. Est-ce que vous pourriez nous lire un premier extrait, Hélène, avant de passer la parole à Muriel et Nathalie,
pour vous donner, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, pour vous donner un aperçu du talent d'Hélène. Merci. Alors, je vais lire 3 poèmes. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel, avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. Elles glissent dans leur bleu un rayon vif de souvenirs, l'humus de chaque vie où se pose, légère, une aile qui va au cœur. Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Elles sont les mâts de voyages immobiles, un jardin de vent où se cognent les fruits d'une saison déjà passée qui s'en retourne vers demain. Mes forêts sont mes espoirs debout, un feu de brindilles et de mots que les ombres font craquer. Dans le reflet figé de la pluie, mes forêts sont des nuits très hautes. Il fait un temps de bourrasque et de cicatrices, un temps de séisme et de chute. Les promesses tombent comme des vagues sur aucune rive. Les oiseaux demandent refuge à la terre ravagée. Nos jardins éteints entre l'odeur de rose et de lavande. Il fait un temps de verre éclaté, d'écrans morts, de nord perdu, un temps de pourquoi, de comment. Tout un siècle à défaire le paysage. Mon chant soulève la poussière de spectacles muets, comme un trou béant dans la maison noire des mots. Il fait un temps jamais assez, un temps plus encore et encore plus, encore plus. On ne pourra pas toujours tout refaire. Dans ce temps de bile et d'éboulis, les forêts tremblent. Sous nos pas, la nuit approche. Je n'ai rien déposé au pied du chêne, rien à l'ombre du saule. Je ne me suis adressée ni aux faibles, ni aux puissants. Je n'ai pas vu le veilleur à l'entrée de la mer, pas vu le jardinier cueillir le crocus d'un printemps, pas trouver le miel et la rose, pas vu le ciel dans l'étang, quelque chose de la solitude, rien qui laisse paraître la déchirure. Je me suis assise au milieu de ces vastes alliés, sans voix, le temps continue de s'infiltrer dans la terre, gorge les rochers. Le pas des animaux s'accorde à la lumière. Par la lenteur du monde, je me laisse étreindre. Je n'attends rien de ce qui ne tremble pas. Voilà. Merci Hélène. Merci. Muriel et... Pardon, oui. Non, le mot qui me vient à chaque fois que j'écoute Hélène lire sa poésie, c'est le mot lumineux. Pour moi, c'est vraiment la poésie lumineuse par excellence. Merci Hélène. Merci Muriel. Très évocateur. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Muriel et Nathalie, je voulais savoir si vous aviez communiqué entre vous pendant l'écriture du poème. Est-ce que Muriel est allée aussi vers Nathalie pour avoir des ressentis particuliers sur certains enfants? Est-ce que Nathalie a donné des idées à Muriel également par rapport à cela sur comment vous avez communiqué entre vous? Peut-être Nathalie, pas du c'est une femme qui fait confiance. Raconte Nathalie comment on a communiqué. On s'appelait pour savoir si on allait bien. Non, je ne me permettrai jamais d'intervenir sur la création d'un écrivain ou je ne sais pas, et comme je pense un écrivain ne se permettrait pas vraiment d'intervenir sur ce que je fais. C'était une évidence, on s'aime beaucoup, on se connaît quand même depuis longtemps. Et puis surtout, moi, je savais que Muriel allait s'emparer à sa façon de tout ça. Et c'était la surprise, et j'adore les surprises. Mais non, c'était... Voilà, moi, je n'avais pas du tout besoin j'avais hâte de lire, mais la confiance était là, c'est tout. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je lis l'enfance que décrit et que dépeint Muriel, moi, je retrouve mon enfance en Algérie et je retrouve les odeurs, je retrouve les odeurs du pain, je retrouve tout ça et ça m'a bouleversée, vraiment. Le texte m'a bouleversée. Et je ne savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais, je voulais même pas savoir à quoi m'attendre. Je vous dis, les portraits, en plus, je les ai pas faits pour qu'il y ait un texte un jour dessus. Donc, ça a été double surprise, triple surprise. Donc, Et tout ça avec une extrême pudeur. Ça aurait pu être facile de faire quelque chose de larmoyant ou en tout cas de trop émotionnel.
Et là, Muriel le fait avec une pudeur assez incroyable, Oui. avec presque une candeur, comme si c'était un enfant, le regard d'un enfant par Muriel, et je trouve ça somptueux. Est-ce que, Muriel, tu pourrais nous lire un extrait aussi, comme Hélène? Oui, bien sûr. Mais peut-être il faut que je vous lise le début, hein, parce que comme c'est quand Voilà. même un poème narratif. Sais-tu que leurs yeux rient et pleurent, ici et ailleurs? Jasmin d'avant, envie de vivre. Tu vois ce fil rouge? Attrape-le. Imagine le chemin. Maille à l'endroit, maille à l'envers. Ensemble, nous tricoterons un nid pour l'oiseau de leur vie. Elle était blanche, la page, il y a longtemps, très longtemps. Je ne me souviens plus, ça fait si longtemps. On dirait que j'ai 1000 ans. On dirait que l'encre a maculé le papier comme la guerre a noirci le soleil. Pourtant, dans ma vie d'avant, le soleil ne frappait pas avant d'entrer dans la maison. Il était là tous les jours, assis à la table du déjeuner. Dans ma vie d'avant, le soleil épinglait ses éclats au miroir de mes journées. Je montre quand même. C'est l'odeur du pain chaud qui me servait de réveil matin. La miche était déjà là, brûlante, endormie sur notre table. Chaque jour, la miche était là. Chaque jour, l'odeur de la miche se faufilait jusqu'à mon oreiller, comme un visiteur se s'est attendu avant d'avoir poussé la porte. Chaque matin d'école sentait le pain très chaud, et papa soufflait sur ses doigts rougis par la fournée. Vite se lever, vite s'habiller, courir à la cuisine et poser mes 2 mains sur la croûte dorée. Ainsi commençait ma journée. Allez, encore un. Tu rentres de l'école, tu te laves les mains, tu fais tes devoirs, tu cours chercher les enfants des voisins. Aujourd'hui, chez toi, ça embaume le cumin. Chez Fares, c'est jour de menthe et de citron. Chez Nizar, poivre et cannelle ont pris le pouvoir. Les kébés seront bons. Patience, on doit mijoter encore un peu. Vous avez le temps de taper dans le ballon. Vous avez le temps d'inventer des histoires. Vous avez le temps de siffler tout doucement au bord de la fontaine pour apprivoiser la fauvette de la cour. Vous avez le temps de chanter, de crier, de danser. Vous avez le temps d'être des enfants. Oui, vous aviez le temps. Merci, Muriel. Vous aviez le temps, oui. Nathalie, peut-être parlons-nous de Raphaël Pitti, qui a été le déclencheur un petit peu de ces enfants syriens. Bien, oui, Raphaël Pitti, c'est un médecin généreux et formidable qui, comme beaucoup de médecins, désire aussi aller dans les endroits les plus terrifiants où il y a des guerres. Et c'est lui qui, entre autres, qui est un peu le porte-parole de la guerre de Syrie, de l'état de ce que rend cette guerre en Syrie, de l'état de santé en fait de ces familles qui sont complètement décimés en Syrie. Donc, il le fait avec beaucoup d'émotion, beaucoup de vérité. Et quiconque l'entend, enfin, je sais pas, on peut pas l'écouter et ne pas être complètement bouleversé par les faits réels qu'il relate. Et en fait, oui, Raphaël Pitti, c'est lui que j'ai entendu la première fois en parler et j'avais les larmes aux yeux et pour moi, c'était tellement fort que j'avais l'impression que ça me touchait à mon enfance. C'est ça qui est beau chez Muriel dans son texte, c'est qu'elle a touché exactement à l'enfance, quoi. Là où ça fait le doux et le dur de l'enfance. Je trouve que c'était ça que faisait aussi Raphaël, mais avec ses mots beaucoup plus simples, beaucoup plus crus aussi, parce qu'il il raconte comment ça se passe. Il raconte réellement les besoins qu'ont ses enfants, qu'ont ses familles. Et il y a une association qui s'appelle, alors j'ai peur de toujours dire une bêtise, parce que moi, tout ce qui est association avec les lettres, je ne sais jamais comment ça s'appelle, UOSSM, je crois.
OUSSM. Je ne sais plus, il faudra regarder si quelqu'un peut trouver. Merci Ariane, j'ai vu que tu mettais ça. C'est très important parce que cette association, elle est vitale. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'aide. Et moi aussi, grâce à Bruno et Muriel, je vais pouvoir, et Ariane, je vais pouvoir faire des expositions des originaux de ces enfants de Syrie. Et il va y avoir une location de ces expositions, bien entendu, comme à chaque fois, et je vais reverser la moitié de la somme allouée à l'association. C'est une promesse que je fais et j'aurai l'impression en plus de pouvoir un peu aider. C'est tellement rien, je sais que c'est infinitésimal, mais j'en ai besoin. Donc voilà, grâce à ce livre, il va y avoir aussi un voyage de ces portraits et on pourra aider aussi les enfants concrètement, pour de vrai. UOSSM, Speedy Gonzalez a encore frappé. Ouais. Ouais, c'est ça. Hélène, vous avez mis une playlist à la fin du livre, la playlist sur laquelle vous avez composé l'ouvrage. C'est aussi nécessaire pour vous de composer en musique. En tout cas, la playlist, on la comprend très, très facilement. En effet, elle s'adapte parfaitement au recueil. On comprend dans quel état d'esprit vous avez composé le recueil. La musique, c'est quelque chose qui impacte votre écriture? Oui, tout à fait. C'est très présent pour moi, ce qui ne veut pas dire que j'écris toujours avec de la musique, mais effectivement, je pense particulièrement en poésie, il y a quelque chose qui est de l'ordre, j'allais dire, de cet écoulement du temps qui est musical aussi. Bien sûr, les mots ont leur propre sonorité, créent aussi une musique et cet accompagnement est aussi un accompagnement émotionnel, je pense. Alors, ce que vous évoquez, la liste, donc, qui est maintenant aussi disponible sur Apple, soit dit en passant, pour ceux qui n'ont pas Spotify. Donc, elle a été créée également pour accompagner la lecture. Donc, j'ai recomposé l'ordre des pièces, parce que moi, je n'ai pas écrit le premier poème en premier, le dernier en dernier, mais j'ai recomposé l'ordre des pièces pour faire en sorte que quelqu'un qui souhaite lire le recueil en écoutant la musique traverse la première partie avec principalement piano seul. Et ensuite, comme si la voix se densifiait un peu, violoncelle qui intervient, des pièces ensuite un petit peu plus denses, certaines avec un côté plus percussif qui arrive dans la troisième et particulièrement la quatrième partie où là, on a un peu le début du monde, ce bruissement du temps, en fait, quand on retourne vers l'histoire de l'humanité où on a l'impression d'entendre le passé, donc c'est plus chargé. Alors, la musique est aussi plus chargée. Mais c'est quelque chose que j'aime, que les lectrices et lecteurs apprécient aussi. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. On peut le lire sans, on peut entendre avec cette musique. C'est une espèce d'éclairage différent, comme s'il y avait des petits lampadaires qui peuvent, et il ne s'agit pas d'illustrer le texte avec la musique non plus, mais simplement d'éclairer quelque chose d'intérieur qui est de l'ordre de l'écriture et qui peut l'être pour la lecture aussi. Justement, sur l'ordre des poèmes, l'ordre des parties, comment vous l'avez défini? On parlera tout à l'heure, puisque vous allez nous lire un extrait de ma partie préférée, Le bruissement du temps, oui. Je le redis. Mais justement, cette partie-là, il fallait que ce soit un feu d'artifice final? En quelque sorte, je vous réponds aussi, Anthony, la liste sur Apple, elle date d'hier. Elle date d'hier. C'est pour ça. Ariane, rapidement. Parce que je l'ai cherchée tout à l'heure. Ah oui, non, elle est là depuis hier, oui, à moins qu'il y ait un retard dans le fait de la diffuser, possible, mais oui. Voilà, elle est là. En fait, c'est aussi mon dialogue avec Bruno, hein, qui est comme il le disait, ami éditeur, qui, pour moi, un merveilleux éditeur, c'est quelqu'un qui voit par les yeux de son auteur, qui voit le monde par les yeux du texte, mais qui entre dans cet univers. Et c'est à un certain moment, en fait, que Bruno m'a fait voir cette composition, cette structure un peu musicale en 4 temps. Et au moment où on a eu ce dialogue, ce n'était pas placé complètement, mais disons que je l'ai un peu fortifié
en l'ayant perçu. Et vous savez, la structure d'un livre, pour moi, ça ne vient pas avant, ça vient vraiment à un certain moment, parfois assez tard aussi, et ça a déterminé l'ordre aussi de ces parties. Comme si au début, c'était des poèmes à une voix, qui sont comme un fil qui me relie, je le disais tout à l'heure, à l'écorce, à la feuille, à la lumière, et ensuite, la voix se densifie. Merci. Sandra? Oui, bah, ma question, elle était un peu reliée à celle d'Anthony. Sur la dernière partie, en fait, Hélène, je m'interrogeais savoir pourquoi finalement vous terminez par le commencement du monde, par la naissance du monde. Est-ce que c'est pour peut-être évoquer, je ne sais pas, une sorte de renouveau possible aussi de ce monde qui parfois part un petit peu en vrille? Oui, un petit peu, comme vous dites, c'est vrai, je le sens aussi. Je vous dirais, c'est un peu les deux. À la fois pour retourner, mais l'histoire de l'humanité, je pense, en tout cas, ce sont des mouvements répétitifs, des mouvements qui reprennent, qui se construisent un peu en spirale aussi. Donc, quand on est dans un nouveau sillon de la spirale, on porte tous ceux qui l'ont précédé. Et moi, c'est comme si je voulais renouer avec les sillons qui ont précédé celui dans lequel nous sommes. Un peu un peu comme quand on revisite notre propre histoire personnelle pour comprendre un peu mieux le présent et certains événements qu'on traverse dans nos vies. Donc, je me dis, et d'ailleurs, dans cette partie qui, oui, fait un peu l'histoire de l'humanité, mais où je retrouve moi-même des souvenirs d'enfance, donc des choses, vraiment des éléments très intimes qui dialoguent avec cette universalité. Et je pense que ça, pour moi, c'est comme si je posais des petits noyaux lumineux ici et là pour dire, ben, voici peut-être le chemin, voici peut-être un passage qui se creuse, une passerelle qui se tend du passé jusqu'au présent et qui peut peut-être nous porter vers un horizon. Pour mieux comprendre la figure aussi qui nous a construite, moi en tout cas, comme intimement, je vais souvent revisiter les éléments de ma vie pour les refaire en fait le lien entre eux. Et à ce moment-là, la figure de sens qui se révèle change selon un événement qui est lié à un autre, selon le temps. On ne se raconte jamais notre vie de la même manière. Et donc, j'ai voulu retourner un peu dans l'humanité, faire ressortir certains éléments qui étaient peut-être plus significatif. Mais tout ça est de l'ordre du poétique, donc je n'ai pas repris un livre d'histoire pour refaire ça. Il y a de l'imagination dans ça, comme si j'entrais dans cette espèce de magma de création du monde et de l'histoire de l'humanité, mon propre magma intime, parce que les événements de nos vies, on ne les comprend pas toujours, ils viennent comme ça, ils surgissent, mais quand on arrive à leur donner sens, c'est comme si le présent s'éclairait aussi. Exceptionnel passage dont Hélène vous lira un extrait tout à l'heure. Je ne vous vends pas du rêve, c'est véritablement du rêve. On fait une petite photo de groupe comme on en a l'habitude avant de passer à la suite. Voilà, donc préparez-vous. Ceux qui ont les livres, n'hésitez pas. 3, 2, 1. C'est prêt. C'est parfait, merci. Hélène, justement, vous citez 4 poètes. Il y a 4 citations pour chaque chapitre. Ces 4 poètes qu'on connaît sûrement peu en France, Annie Dillard, Kathleen Raine, Sylvia Baron-Supervieille et Anne Lauterbach. Qui sont-elles déjà pour le public français? Je ne suis pas sûr que beaucoup les connaissent. Et pourquoi elles? Oui, alors, Annie Dillard, je dirais, et ce sont 4, au départ, je dirais, ce sont 4 écrivaines qui m'accompagnent. Je n'ai pas écrit le livre puis me dire quelle citation je pourrais ajouter. Ce sont 4 femmes écrivaines qui m'accompagnent, dont les livres sont là tout près de moi quand j'écris. Et si je les ai convoquées, c'était pour donner une sorte de tonalité. On est encore dans ce vocabulaire musical, mais une sorte de tonalité, sans vouloir non plus refermer la lecture, mais en même temps en donnant une sorte de tonalité au départ. Sylvia Baron-Supervielle, je pense que vous la connaissez, elle est
d'Argentine, elle vit en France, à Paris depuis de nombreuses années. C'est une écrivaine que j'aime énormément, je dirais, pour la fluidité de son écriture, qui peut être très resserrée, plus ample. Elle a traduit des poètes que j'adore, Roberto Juarez, Anne Lauterbach, une américaine, mais qui a été traduite en France aussi. Annie Dillard, je disais tout à l'heure, j'ai un attachement tout particulier à Annie Dillard, non seulement parce qu'elle écrit des livres qui sont, disons, liés vraiment à la nature, mais aussi parce qu'elle habite à Key West, un lieu que je fréquente et où j'ai plusieurs amis, bien que je ne l'ai jamais rencontrée, mais je la lis. Elle a écrit un livre pour moi extraordinaire en lisant, en écrivant, je pense, en tout cas, je ne me trompe pas de titre. Et voilà. Et la quatrième, Kathleen Raine, qui est pour moi une fondation dans mon écriture. Je reviens à Kathleen Raine, elle fait des essais, des poèmes. C'est une écrivaine pour moi fondatrice, très importante. Alors, j'ai voulu un peu mettre, un peu comme on construit une maison, 4 piliers comme ça de ces femmes dont l'écriture pour moi est forte et m'accompagne. Ce n'était pas un hasard non plus, j'ai choisi 4 femmes, c'est ce que je souhaitais. Encore là, pour questionner peut-être cette fondation du monde, l'éclairer autrement à partir de ces écritures qui, je dirais, sont à la fois des écritures de vulnérabilité, de questionnement et de luminosité aussi, qui portent une grande lumière et je trouve une lucidité aussi nécessaire. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit avancement de l'œuvre de Nathalie? Oui. Je peux même faire un truc en direct si vous voulez. Parce que là, voilà, le dessin. Ça va, vous voyez bien? Incroyable. Tout ça en même pas une heure. Et là, je vais juste faire ça. Wow. Voilà. La beauté. Bon, il faut faire le tome 2, je crois. Hein. Je crois. Oui, malheureusement, parce que voilà, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, malheureusement, mais autrement, avec plaisir pour une nouvelle aventure avec Muriel et Bruno. Et comment se goupille, entre guillemets, la suite pour toutes les deux, Nathalie et Muriel, par rapport à ces enfants? Est-ce qu'il y a des projets qui peuvent être possibles, envisageables ou envisagés par rapport à eux? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'exposition directement en Syrie? Est-ce que tout est difficile ou au contraire, il y a peut-être une petite porte d'entrée? J'ai aucune idée de ça. Hein. Je sais pas. En Syrie, je ne suis pas sûre que ce soit très facile actuellement. Hein. Enfin, je ne vois même pas qui irait la voir parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de liberté quand même. Donc, ni en Syrie, ni dans les camps. Hein. Non. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de possible. Pas maintenant. Il faudrait que la guerre soit terminée. Peut-être que... Je ne sais pas. Honnêtement, on va faire on va faire tout ce qu'on peut pour parler de ce livre. Et puis, en revanche, les enfants syriens exilés en France, oui. On en a dans toutes les classes qu'on fréquente, dans toutes les classes qu'on rencontre. Enfin, toutes, j'exagère un peu, bien sûr, mais on en croise. Et donc, ça, c'est important. Oui. C'est important pour nous. Et là, au marché de la poésie, il y a une enseignante qui est déjà venue me parler d'une de ces jeunes élèves syriennes qui avait été bouleversée par la lecture. Donc, s'il y en a même qu'une, on a déjà... Voilà, c'est déjà bien pour eux. Mais après, je pense que, pour ma part, j'avais vraiment très fortement envie que ce soit les enfants d'ici qui se projettent dans la réalité des enfants de là-bas. Et des enfants qui sont sur les mêmes bancs de l'école qu'eux et dont ils ignorent vraisemblablement souvent le parcours, le trajet. Qu'est-ce que ça fait d'abandonner sa maison ça, c'est des choses qui... moi, je sais que par exemple, quand j'ai écrit le texte, j'étais dans ce bureau ici, et en fait, m'est remonté très fortement des angoisses puissantes de
deux petites filles qui, moi, n'ai pas eu par chance à être exilée, même si ma famille autrefois a dû le vivre. Mais moi, je me souviens de nombre de fois où je rêvais qu'il fallait partir d'urgence, que la maison brûlait, qu'il fallait savoir qu'est-ce qu'on emmenait comme affaire. Je crois qu'en fait, c'est peut-être le destinataire premier pour que ça rejoigne les enfants syriens, c'est les enfants d'ici. C'est-à-dire quand un enfant fait la liste de tout ce qu'il doit emmener parce qu'il doit partir d'urgence et qu'il ne sait pas s'il va revenir un jour, il n'y a rien de plus déchirant et en même temps, on peut tous le partager. Enfin, je ne sais pas. Hein. Oui, puis je pense qu'il faut avoir de l'empathie. Donc, et je crois qu'en France, on a parfois tendance à être un peu gâté. Donc, je trouve que c'est bien aussi que ce soit les petits ou les grands, hein, vraiment, je trouve que c'est bien de remettre un petit peu, sans donner de leçon du tout, parce qu'il n'y a aucune leçon à donner avec ça, mais simplement montrer que, voilà, il y a des manières de vivre qui sont tellement, tellement différentes, quoi. Et que nous, quelle chance on a d'avoir cette liberté que l'on a et ces grandes ailes sous lesquelles voilà, on peut vivre. Et voilà, donc ici, c'est plus compliqué. En Syrie, c'est vraiment, 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 vraiment difficile. Dans tous les pays en guerre, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est compliqué. Donc, oui, ça dénonce pas, mais ça souligne un peu, je crois. Nathalie, par rapport à ces enfants, comment vous captez le regard de ces derniers? Comment vous arrivez à faire naître une émotion à travers un dessin? Ce n'est pas forcément explicable, mais en tout cas, est-ce que vous avez des pistes? Oui, je suis émue, moi déjà, de toute façon, quand je vais faire un portrait d'enfant tiré, moi je suis pas croyante, mais c'est comme une prière, un peu, malgré tout, avec une communion avec ses enfants. Donc l'émotion, elle est déjà là, parce que simplement, je vois, c'est quand même à travers le prisme d'un photographe, dont c'est le métier, qui a pris en photo déjà le regard de ses enfants. Donc, il ne faut pas les oublier, que c'est ces photographes qui vont sur le terrain et qui prennent en photo les regards de ses enfants, qui non seulement ils les prennent en photo, mais en plus, j'imagine qu'ils les voient vivre un peu avant, un peu après, peut-être, à la photo, le cliché. Donc, et je pense que moi, je suis happée déjà par ça. Donc, il y a déjà ce prisme. Et puis après, je ne sais pas hein, pourquoi, si mes portraits peuvent émouvoir certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je suis émue par l'enfance. Je trouve qu'un enfant, je ne sais pas, un enfant, c'est tellement bouleversant parce que c'est plein de vie et ça peut être aussi plein de morts. Ouais, l'enfance me bouleverse toujours. C'est le cœur de mon travail, l'enfance. Donc, peut-être ça passe grâce à ça, cette émotion. Moi, je ne sais pas moi qui pourrais répondre vraiment. Je suis émue, moi, par les enfants. Je suis émue par leur regard. Et, voilà. Et par exemple, si je peux vous raconter juste une chose qui m'a profondément bouleversée, c'est que j'ai fait le portrait d'un enfant. Je ne l'ai pas là sous les yeux, mais j'ai fait le portrait d'un enfant de Syrie et sa famille m'a écrit très rapidement en me racontant l'histoire de ce petit garçon. Et ce petit garçon, il venait de mourir sous les bombes, quoi. Donc, moi, je ne savais pas quand j'ai fait le portrait de cet enfant, mais il se trouve qu'il y avait la famille de cet enfant qui me suivait et j'ai appris que cet enfant était mort. Donc, évidemment, j'ai pris l'adresse de la famille, j'ai envoyé le dessin. C'était la moindre des choses que je pouvais faire. Je me sentais presque même intrusive, je ne savais même pas. Et eux ils étaient fiers que j'ai choisi le regard de cet enfant-là pour dénoncer quelque chose qui a tué cet enfant. Ça me dépasse, tout ça, ça me dépasse complètement. Mais je vous dis, moi, je suis toute seule dans mon atelier qui est perdu dans les collines du Jura. Les choses se font parce que simplement, c'est une urgence dans ma main, dans mon cœur et dans ma tête. Donc, c'est tout, c'est juste ça, quoi. Merci Nathalie. Annie-Rose? Bonsoir. Moi, je me posais la question de la couverture. Comment vous avez opéré le choix de ce dessin-là, de cette peinture-là en particulier? Moi, je trouve ça vraiment très beau. Le choix, en fait, la feuille de ginkgo, en plus, à mon avis, a une signification toute particulière, donc j'aimerais bien en savoir un peu plus. C'est plutôt à l'éditeur de répondre, non? Voilà, on va laisser l'éditeur répondre, je crois.
Oui, merci Annie-Rose pour cette belle question. Alors, cette couverture, elle est donnée, ce visage d'enfant, il est donné deux fois. Une fois en première de couverture avec un plan qui n'est pas trop resserré. Et puis en quatrième de couverture, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de mot de l'éditeur, il n'y a rien. Il y a simplement ce même visage qui est grossi. Voilà, donc la focale est différente. Alors, le choix de cette image, cette image, elle figurait d'abord, bien sûr, nous l'avions vue, et elle figurait d'abord à la fin du livre dans le chemin de fer. Retenez bien ce terme parce que j'y reviendrai tout à l'heure, dans le chemin de fer que Muriel a élaboré quand elle a commencé à travailler. Et puis, je crois que c'est moi qui, à un moment donné, lui ai dit non, c'est pas, pour moi, c'est pas la dernière image du livre, c'est l'image de couverture. Et j'avais des arguments. Alors, bien sûr, il y a la feuille de Ginkgo et toute sa symbolique, mais il n'y a pas que cela. Si vous regardez bien cet enfant, cette petite fille, alors il y a plusieurs choses que l'on voit. Il y a une chose que vous ne pouvez pas voir, mais que moi je sais, cette petite fille, elle ressemble incroyablement aux photos de Muriel au même âge. Enfin, j'ai vu des photos de Muriel quand elle avait 5 ou 6 ans, c'est absolument confondant. Parfois, il m'arrive de croire que c'est elle. Donc voilà, ça c'est privé, mais quand même, c'est un argument qui a une résonance et qui a une importance. Mais il y a autre chose. Il y a un enfant dont on ne voit pas la bouche, parce que cette bouche est masquée. Et c'est ce que tous les enfants du monde viennent de vivre depuis 2 ans et vivent encore. Parfois avec une souffrance que nous percevons, nous les adultes, quand nous allons dans les classes à leur rencontre. Et cette bouche masquée, eh bien, elle n'est là, elle demande simplement à s'ouvrir, comme un livre. Et lorsque le livre s'ouvre, eh bien, nous voyons pleinement les visages des enfants. Donc, cela nous dit quelque chose aussi du rapport à la parole. Le livre est fait pour donner la parole à ceux qui, au départ, ne l'ont pas. Voilà. Voilà la raison, Annie-Rose, de ce choix J'ai fait ce dessin. Couverture. J'ai fait ce dessin avec le Ginkgo au moment où il y avait effectivement ces histoires de masques, mais c'était exactement pour la même raison. Le Ginkgo était là pour dire que la parole de l'enfant était masquée. Pour Nathalie, on ne s'en est pas parlé du tout de ça. C'est pour ça que je ris. Non seulement secret d'édition, mais révélation ce soir. Non, mais voilà, c'est ça, c'est complètement étonnant. C'est une révélation. Mais vous savez, Nathalie, je t'enverrai la photo d'enfance où j'ai l'éventail et je crois que tu l'as déjà vu en fait. J'ose à peine dire que je pense que j'avais ce regard-là aussi quand j'étais petite. Donc, je crois que les enfants se ressemblent parfois aussi. Les enfants et puis, si on parle du travail de l'éditeur, je voudrais peut-être ajouter quelque chose. L'éditeur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute du texte comme s'il s'agissait d'une personne. Donc, on écoute le texte, on écoute sa pulsation, on pense à son possible développement, on pense à la croissance d'un texte, comme on regarde vivre un enfant, voilà, en imaginant ce qu'il sera demain. C'est ainsi qu'on porte un regard sur le texte, mais on est aussi à l'écoute de l'auteur, de l'autrice et de ce qui palpite en lui ou en elle. On dit parfois qu'un auteur est habité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, par exemple, Nathalie, pendant tout ce temps, était habitée par un état d'urgence. Il y avait en elle un médecin urgentiste. Elle s'est déplacée 1000 fois en pensée sur le terrain, sur ce théâtre d'opération, au cœur de la tragédie même, tout en restant dans son atelier des collines du Jura. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on travaille avec un artiste. Il y a en Hélène un chef d'orchestre, une musicienne qui est à l'écoute de chaque mot, qui règle son texte comme un musicien va régler sa partition, en étant attentif à chaque mot, au voisinage de chaque mot, un peu comme un pépiniériste, un jardinier va être attentif à la cohabitation des plantes. Elle va être attentive aux coupes de souffle, au silence, à la disposition des textes. Et effectivement, comme le disait Hélène tout à l'heure, eh bien, ce scrupule va jusqu'à
peser la présence ou non d'une virgule. Et on fait des essais, on la rajoute, on l'enlève, on déplace un mot pour voir. Au fond, c'est quelqu'un, Hélène, qui est attentive aux harmoniques de la langue. Vous voyez? Et ainsi, le livre a une cohérence totale jusqu'à effectivement ces références musicales, cette playlist qui est proposée à la fin. Quant à Muriel, alors qu'elle me permette de dévoiler un secret de famille, son grand-père était cheminot. Et elle travaille avec la mémoire de ce grand-père. Savez-vous comment cette personne a travaillé ici dans le bureau où vous la voyez? Elle a d'abord réalisé un chemin de fer du livre. Elle est venue me voir 3 fois en me disant « Mais tu es sûr que c'est un livre de 80 pages ?» Parce que moi, je vais établir mon chemin de fer en 80 pages. Vous savez ce que c'est qu'un chemin de fer? C'est une grande grille sur un grand format de papier où chaque page est représentée par une petite case. Voilà. Un peu, Anthony, comme ce qui est derrière toi. On voit 2 couvertures de livres, ça forme 2 petites cases. Eh bien, il faut imaginer un chemin de fer qui en compte 80, avec ses doubles pages bien représentées, etc. Et elle a commencé par placer, en les important, les photos, les reproductions des œuvres de Nathalie. Et elle a passé 8 jours, 10 jours, simplement, à construire une mosaïque de visages séparés par des espaces blancs, des pages blanches, qui étaient les pages à remplir de son livre. Moi, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ce chemin de fer réalisé par Muriel, c'est le train qui emmène tous ces enfants vers un avenir plus heureux, bien évidemment. Et puis ensuite, je l'ai vu dérouler eh bien, tout simplement avec une énergie absolument étonnante. Le voyage littéraire de sa poésie-histoire, et écrivant son texte dans une espèce de fièvre, pour moi tout à fait étonnante, et l'écrivant alors d'une manière complètement différente de ce que fait Hélène, c'est-à-dire elle l'a écrit en romancière, soucieuse de construire son scénario avec oui, cette énergie fiévreuse du romancier qui eh bien, va au bout d'un effort, un peu comme un marathonien. Vous voyez. Voilà, c'est tout cela, l'écriture. Et crescendo. Et crescendo, complètement. Oui, oui. Parce que même les dessins prennent plus de poids, plus ça avance. On a l'impression que les dessins et le texte suivent ce chemin de fer. Et en effet, l'anecdote est frappante parce que c'est véritablement ce qu'on a ressenti à la lecture. Ouais. Complètement. Et puis, il y a ce texte d'ouverture que vous voyez peut-être, je l'approche de la caméra, qui est un acrostiche, qui donne à lire tout simplement la phrase « Syrie du thème », et le livre se termine sur un autre acrostiche qui ne peut que faire plaisir à Nathalie et à son éditeur. « La vie est belle » puisque c'est le titre du livre que nous avions fait ensemble précédemment sous la direction de Muriel, pour lequel je vous avais montré ce magnifique tableau de Nathalie. Vous voyez, donc il y a vraiment une cohérence et un voyage où tout se recoupe, où rien n'est vraiment laissé au hasard. Voilà. Si je peux juste ajouter une petite chose, il y a quelque chose d'assez magique dans ce recueil, c'est qu'en fait, évidemment, moi, mes portraits étaient faits. On a fait l'inverse de ce qui se fait habituellement. Dans La vie est belle, j'ai eu les poèmes de Bruno et j'ai tout de suite été portée et des dessins sont nés à partir de tout ça. Là, moi, ça m'a échappé en fait. Je vous ai laissé les portraits et vous en avez fait ce que vous voulez. Et c'était encore une autre manière de procéder dans l'édition. C'est plus rare. D'habitude, c'est nous qui sommes portés par le texte. Et là, ça a été voilà. Et maintenant, je suis portée par un texte que j'aimerais illustrer encore autrement. C'est ça qui pourrait être assez amusant aussi. Mais, voilà. Oui, mais il n'y a plus de Doucet disponible. Ça y est. On a Bruno, on a déjà Muriel. D'ailleurs, vous préférez on a perdu travailler le petit Doucet, Nathalie? c'est ça. Mais Doucet, il faut l'entendre en 2 mots. Hein. Doucet, d'où cela vient-il? Voilà, c'est ce que vous avez raconté ce soir. Hein. De nos vies, tu vois, moi aussi, je peux jouer avec mon nom.
Oui, voilà. Oh, joli, très Magnifique. joli, très joli. Et Zach. Allez, Sandra, c'est à Euh, toi. Oui, c'est une question pour Bruno à nouveau, parce qu'en fait, avant qu'Annie Rose pose sa question, j'avais la même question par rapport à la couverture de mes forêts, parce que mes forêts, ça évoque forcément la verdure classiquement, quoi. Pourquoi ce rouge? En fait, je me suis interrogée tout de suite, en fait, quand j'ai pris ce livre, je me suis dit, mais c'est surprenant ce rouge, en fait, pour la forêt. On aurait pu faire un livre vert pour les forêts du printemps ou de l'été. Encore eût-il fallu mettre un peu de blanc pour le printemps. On aurait pu faire une couverture toute blanche pour les forêts en hiver, hein. Si on refait une vidéo, un build avec Hélène dans 3 mois, il y aura de la neige partout derrière elle. Ce sera absolument étonnant. Voilà. Alors moi, j'aime assez. Bon, vous savez bien que toutes nos couvertures sont marquées par ces couleurs, qui sont des couleurs Pantone, c'est-à-dire des couleurs pures. Et nous faisons passer la couverture, la feuille de papier, la carte graphique, 4 fois dans la machine pour qu'elle soit recouverte avec ces 4 couleurs qui sont présentes sur chacune de nos couvertures. Mais j'aime bien déjouer ce que l'on attend. Par exemple, quand Sappho, que nous avons déjà publié 2 fois, a publié chez nous un livre qui s'intitule Blanc, eh bien, nous avons fait une couverture sur fond noir. Voilà. Et il me semble que Blanc sur fond noir disait quelque chose de plus intéressant que blanc écrit en noir sur un fond blanc. Voyez. Et donc, c'est un peu la même chose. Et puis, l'exception, c'est Feu de Perrine Le Guirec. Oui, ben, c'est Feu. Et d'ailleurs, là, c'est Feu aussi. C'est un peu la même couleur que Feu. Et si vous allez à cette saison dans les forêts d'érable du Québec, eh bien, vous allez voir que le monde est en flammes. Moi, j'aimais beaucoup aussi, si je peux me permettre d'ajouter, parce que en fait, le dialogue va aussi jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue sur la couverture, hein, ce qui est vraiment très agréable, c'est que Bruno n'arrive pas à imposer à ses auteurs, autrices, une couverture. Voici, c'est celle-ci, il y a un dialogue. Il a lu, il a entendu, compris le texte, mais ensuite, il y a cette proposition. Et moi, ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est que le rouge, évidemment, peut d'abord évoquer, bien sûr, la forêt automnale. Ça peut aussi évoquer, comme le disait Anthony, le feu. Et le feu, c'est à la fois ce qui nourrit, ce qui embrase. C'est la couleur aussi de l'amour, donc pour moi, de la transformation. Alors, j'avais l'impression que tous les thèmes de mes forêts étaient contenus dans ce rouge et j'aimais beaucoup ce petit vert très tendre, très beau, où là, on a quand même du printemps dans le titre qui est là avec ce vert un peu flash. Alors, voilà, tout ça pour dire que je l'aime beaucoup, cette couverture aussi, et qu'elle résonne pour moi avec le texte. Il y a une sorte d'accord aussi pour l'autrice de recevoir une couverture et de dire, oui, je reconnais toute l'aventure d'écriture de mon livre dans une couverture. Et la même chose pour le texte qui est sur la 4e que Bruno a choisi. Et parce que, enfin, moi, je serais incapable de faire ça, mais il arrive à saisir quelques vers, quelques lignes qui racontent toute l'histoire d'écriture et qui tend une passerelle vers les lecteurs. Et ça, c'est aussi très, très juste. Donc, quand on reçoit cette proposition, en tout cas, moi, recevant cette proposition, c'est tout à fait ça. Voilà, mais merci. Oui, merci. Il faut peut-être ajouter aussi une chose, Hélène, ce sont ces pages blanches qui sont présentes dans le livre. Il y a eu un chemin de fer aussi. Oui, il y a eu un chemin de fer qui n'a pas été dessiné, mais qui a été tout à fait intériorisé. Et le livre a dû gagner au cours de notre travail à peu près 25 pages dans les dernières semaines de travail, parce que nous avons créé des espaces vierges, des clairières, on pourrait appeler cela comme ça, à l'intérieur du livre, pour permettre notamment les retours musicaux, rythmiques des textes qui débutent par la phrase « mes forêts ». Et donc, vous voyez, par exemple, là, j'ouvre un peu au hasard, mais page 94, vous avez une page blanche pour préparer le retour
du grand chant un peu plus lyrique, plus ample, qui débute par l'expression mes forêts. Voilà. Et on notera tes introductions, Bruno, sur le rabat à chaque fois de chaque livre. Ça, c'est aussi quand même un exercice assez faramineux que tu fais. À chaque fois, tu vises juste et c'est toujours aussi poétique. Hein, de toute manière, tu parles comme tu es poète. Donc ça aussi, il faut le mettre en avant parce que tu fais un travail admirable à chaque fois. On va peut-être finir en beauté avec deux extraits, alors que ce soit Muriel ou Bruno qui lisent un extrait comme vous le souhaitez, et Hélène sur le bruissement du temps, je ne l'oublie pas. D'accord. Et oui, on parlera peut-être, en effet, Ariane me relance sur les futures parutions. Bruno Doucet, peut-être que Bruno, tu peux nous en donner un mot. Il y a l'anthologie coréenne qui va sortir, je crois. On va laisser Ariane le faire. On va laisser Ariane Ah ben, le faire. parfait, c'est encore mieux. Oui. J'en dis juste un mot du coup. Merci Anthony, merci tout le monde. Effectivement, on a l'anthologie coréenne qui vient de sortir. Elle est sortie la semaine dernière, qui rassemble 11 poètes de Corée du Sud, qui est le 5e titre qu'on fait avec notre traductrice qui s'appelle Kim Yeon-ja. Voilà, donc c'est une vraie découverte de cette poésie qui est encore assez méconnue en France. En novembre, on va avoir notre dernière parution de l'année qui s'appellera Des voix pour la terre et qui sera une anthologie à destination des adolescents autour de l'écologie, donc qui sortira dans une collection qui s'appelle Poésie idéale, qui est dirigée par Muriel et qu'on a faite avec Bruno et Pierre Cobel. Donc voilà, ça ce sera notre dernier titre. Il y aura tout ça à retrouver. Et Ariane, hein. Oui. Voilà. Oui, et moi il faut aussi. quand même préciser que Elle a eu la modestie le de premier pas se livre, citer. oui, elle a eu la modestie, mais je vais quand même le dire bien haut et fort. Hein. Ariane a signé son premier contrat d'édition et elle est l'autrice de cette anthologie et ses apports sont absolument déterminants. Voilà, notamment en direction de la poésie américaine ou de voix que nous ne connaissions pas, qu'elle nous a fait découvrir. Donc ça, c'est formidable. Merci Bruno. En tout cas, voilà, ça ce sera pour la fin d'année et évidemment, on sera à Montreuil aussi si vous avez l'occasion de venir au Salon du Livre Jeunesse. Ça va être un beau moment. Il y aura notamment une lecture dessinée aussi de Immenses sont leurs ailes avec Muriel et Nathalie. Donc voilà, plein de belles choses. Et donc, ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'en janvier, Bruno va sortir un nouveau recueil de poésie qui s'appellera 22 bureaux des longitudes et qui sera un recueil notamment autour de l'amour, donc de l'amour qu'il porte à cette femme de qui il a été éloigné pendant 22 ans, d'où le titre 22, qu'on ne citera pas ici, et aussi de son amour des voyages, des personnes qu'il rencontre tout au long de sa vie, durant sa vie d'éditeur aussi. Voilà, c'est vraiment une sorte de voyage intime et généreux autour de son quotidien, de son travail d'écrivain. Donc moi, je suis particulièrement contente qu'on publie ce texte, puisque quand je suis arrivée dans la maison, c'était en fin 2016. Et Ceux qui se taisent, donc son dernier recueil à destination des adultes, venait de sortir. Depuis, on a fait paraître La vie est belle, qui est un recueil donc plutôt jeunesse avec Nathalie. Il y a eu son roman Ne pleure pas sur la Grèce, dont on avait parlé grâce à Anthony aussi. Mais voilà, c'est quand même, ça faisait quelques années qu'on attendait la parution d'un nouveau recueil. Donc, moi, j'ai hâte en tout cas. Et préface d'Hélène Dorion, tout se recoupe. Ah bah, exactement. C'est terrible, sans le faire exprès. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Anthony, j'allais le dire. Ah, c'est Ariane, non, c'est Bruno qui l'a dit, donc tant pour moi. Génial, magnifique. Allez, alors on passe aux extraits. On commence par Hélène. Allez. Oui, d'accord. Alors, donc cette dernière partie a elle-même 3 parties, avant l'aube, avant l'horizon et avant la nuit. Je vais lire celle qui a pour titre Avant l'horizon. La terre a commencé à recueillir nos histoires. Dans les arbres et sous la couche d'humus, au creux des vents et des vagues, parmi les fissures de pierre qui encerclent les feux, des voix se sont levées.
On a bu au sein de la mère, on a mis la main dans celle du Père. Autour de la table, les places ont été assignées et l'on a prononcé le mot famille. On l'a ouvert très grand jusqu'à l'humanité, puis on l'a refermé sur nos intimités. On a recouvert nos épaules de fourrure, mangé la chair des bêtes, brûlé leurs carcasses. Avec la cendre, on a nourri d'autres bêtes, enrichi le sol, inventé d'autres matières. Puis nos mains ont dessiné quelques traits sur les murs de la grotte. L'art allait nous protéger de la haine, mais la haine a continué. La porte du ciel s'est refermée sur le babil des peuples et les peuples se sont séparés. On a piétiné la terre des uns, volé celle des autres. On a arraché des enfants à leur famille. On leur a inculqué nos croyances. On a balayé leurs rituels, enseigné notre Dieu, chassant avec lui l'esprit de la lune et du soleil, celui des saisons, de l'humain, de la terre. On a dit que le coyote, l'ours blanc nous appartenait, que les oiseaux volaient dans notre ciel, les poissons nageaient dans nos mers. On a souillé notre maison, on l'a vendue aux plus offrants. Chacun s'en est allé, emportant avec lui la terreur et le fiel, le désir de vaincre, d'assujettir, de venger les offenses, s'éloignant de l'amour pour se rapprocher du désastre, chaque pas laissant une trace que jamais l'on ne pourrait effacer. Corps informes, plantes, grenouilles, insectes et animaux à quatre pattes qui voient d'autres corps, debout dans la savane, bientôt ils marchent, maîtrisent le feu, ouvrent la bouche et articulent des sons, tiennent l'outil dans la main, puis la main se met à écrire, invente des forêts imaginaires et des visages s'y promènent. L'horizon est apparu, le monde aurait une histoire. Le plus grand a croisé le plus petit et d'autres récits ont commencé. Sont venus le premier regard, le premier pas, les maisons de la plaine et du lac, celle du bois, la fenêtre de l'amour qui referme celle de la peur. Puis sont venues les premières lettres et les premiers mots, des phrases pour dire un monde plus vaste que celui des maisons. Une parole échouant au milieu de ce que l'on cherchait, l'eau, l'or, le sel, le feu, le bois, l'eau, le bois, le feu, l'or, le sel, l'eau, le bois, le sel, le feu. À moitié debout, à moitié à genoux, l'histoire retourne d'où elle vient. Voilà. Merci, Hélène. Deuxième Alors, de 3 parties. Merci. Tout à fait. Tout à fait. L'ensemble est exceptionnel. Je le redis, hein, mais ça mérite de le redire. Merci, Hélène. Merci à toi. Muriel ou Bruno, comme vous le souhaitez. Mais moi, je me disais que ça pourrait être Bruno, Muriel et Nathalie. Ça t'embête pas? Ah ben, c'est encore mieux. Par exemple, Nathalie, si ça te dirait de prendre la page 71 et la page 72, on pourrait faire la page 72 ensemble, la 71, tu l'as fait toi, on improvise en direct. Et avec Bruno, on pourrait lire, par exemple, celui qui commence page 46 et jusqu'à 50. Et je commencerai par le celui de la page 30. Est-ce que ça vous va? Oui. Ça va, très bien. La première fois, la première bombe, la première